Ravie de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous invite à suivre cette émission spéciale ce soir où nous recevons le chargé d'affaires de la République islamique d'Iran, son Excellence Monsieur Hassan Ali Barchi. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir madame, merci beaucoup d'être venue. Oui, nous sommes actuellement à la résidence de l'ambassade de l'Iran. Monsieur l'ambassadeur, ça fait à peu près un an que vous êtes à Madagascar. Nos chers téléspectateurs voudraient sûrement connaître qui est son Excellence, Monsieur Hassan Barchi. Je vous permets de vous présenter un tout petit peu. Oui, merci, c'est évident que je me présente. Ça fait déjà un an et quelques que je suis à Madagascar. Je m'appelle Hassan Ali Bakshi. Je suis en diplomatie depuis plus de 32 ans. J'ai passé toute ma carrière en Afrique et je connais très bien l'Afrique. J'ai été ambassadeur dans plusieurs pays avant de venir à Madagascar. Donc, j'ai déjà 52 ans et père de 2 enfants. Nous allons parler de la relation diplomatique entre les deux pays après, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'Iran? Parce que beaucoup de Malgaches ne savent pas ce qui se passe en Iran, comment c'est. Est-ce que vous pourrez nous parler un peu? Oui, merci. Certainement, il faut que je parle de l'Iran parce que quand je suis avec les amis malgaches, des fois ils ne connaissent pas bien l'Iran. Mais aussi, j'utilise toujours un terme, nous sommes sous terrorisme médiatique. Parce que vous savez qui gère les médias internationaux, comment ils diabolisent les choses, comment ils présentent les choses. Donc l'Iran, c'est pour vous dire, c'est pour dire aux téléspectateurs que l'Iran, c'est un pays qui a 7000 ans de civilisation. Donc, quand vous parlez de l'Empire perse, ça veut dire que c'est déjà 7000 ans de civilisation. C'est un pays très, très riche en histoire. Et des fois, on diabolise notre pays avec les événements politiques et politiciens. Donc, c'est un pays qui a beaucoup contribué à l'épanouissement de l'humanité, qui a une riche histoire dans le monde, dans notre région. Quand on parle aussi de l'Iran, de la République islamique d'Iran, il y a une date qu'il faut retenir. Le 11 février 1979, la victoire de la Révolution. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Oui, durant toute l'histoire de l'Iran, il y avait toujours les décennies royales qui régnaient sur le pays, sur en tout cas ce qui s'appelle l'Empire perse et l'Iran. Mais grâce à l'imam Khomeini, paix à son âme, il a commencé une révolution, il a pu mobiliser la nation iranienne, il a pu mobiliser les opprimés dans notre pays. En tout cas, la masse populaire l'ont soutenu et il a mené cette révolution. Et on a eu la victoire le 11 février 1969. Ça veut dire donc on est à la veille de l'anniversaire. Donc, c'est pour vous dire que notre pays, pourquoi on a cherché la révolution? Parce que le pays est énormément riche. L'Iran fait plus, peut-être actuellement, l'Iran fait 83 000 d'habitants, millions, pardon, 80 millions d'habitants. Et sur la superficie, c'est 3 fois plus que Madagascar. Mais c'est un pays énormément riche en pétrole, en gaz, en sous-sol en général. Donc, avant la Révolution, le pays était exploité par les Occidentaux. Vraiment, le peuple ne touchait pas de sa réserve, de ses richesses. Donc, l'imam Khomeini est venu, il a demandé que le peuple le soutienne. On a fait une révolution. En tout cas, on a donné beaucoup de martyrs, mais finalement, on a eu la République qui a gagné cette victoire le 11 février sur toujours le leadership de l'imam Khomeini. C'est une révolution qui a duré à peu près un an, je crois, à partir du 7 janvier 1978. Non, la révolution avait une longue histoire parce que je peux vous dire il y a un grand passé pour la révolution.
Et l'imam Khomeini avait commencé peut-être 20 ans avant la révolution, mais il y avait toujours un passé, il y avait beaucoup de mouvements constitutionnels, des mouvements de la masse, des mouvements des intellectuels pour mener une révolution, mais tout était toujours mené à l'échec. Mais avec l'imam Khomeini, qui était vraiment un leader charismatique et un leader très, très, à mon avis, savant et intellectuel, il a pu, cette fois-ci, rassembler le peuple iranien et de mener cette révolution et, et aussi peut-être défendre les intérêts des opprimés dans notre pays d'abord, mais peut-être dans la région. Donc c'est lui qui a pu diriger ce mouvement populaire. Et je peux vous dire, franchement, c'est dans le propre sens, c'était une révolution parce que on n'a jamais utilisé les armes. La révolution n'a jamais été soutenue par une force étrangère ou un pays étranger. Donc c'est le peuple qui s'est soulevé. Ils ont dit non à un gouvernement qui pillait la richesse de notre pays pour les étrangers. Donc, toutes nos ressources étaient gérées par les étrangers. Le moment de la victoire de la révolution, il y avait 6000 techniciens américains qui étaient chassés. Donc, toutes les bases pétrolières, toutes les bases, les installations industrielles étaient gérées par les Occidentaux. Donc, cela n'était pas bon pour les Iraniens, c'est pourquoi ils se sont soulevés et on a eu cette victoire le 11 février. Vous avez déjà évoqué un peu les acquis de cette révolution. Qu'est-ce qu'il faut aussi savoir après cette révolution? Qu'est-ce qui s'est passé en Iran? Voilà. Avec la révolution, peut-être on a eu un changement radical de système politique. Donc, comme je vous ai dit, toujours c'était les dynasties royales qui régnaient sur l'Iran. Avec la victoire de la République islamique, nous avons expérimenté, nous avons reçu la République. Ça veut dire, on a dit une République islamique. C'est vrai, c'est une République comme toutes les autres républiques, mais basée sur les valeurs islamiques. Donc, quand on parle de la République, ça veut dire qu'il y a, c'est une démocratie, il y a l'élection, il y a tous les dirigeants et toutes les autorités, hautes autorités du pays sont élus par le peuple, directement ou indirectement. Donc ça c'est déjà un grand acquis. Actuellement, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants facilement. Et auparavant, ce n'était pas comme ça. C'était des rois qui régnaient l'un après l'autre et c'est un héritage entre eux. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 42e anniversaire. Le peuple iranien a organisé plusieurs élections présidentielles, parlementaires, municipales, des conseils généraux. Donc actuellement, je peux vous dire un des grands fruits, c'est la démocratie qui est en Iran, basée sur les valeurs réelles. C'est la République islamique d'Iran, mais est-ce qu'il y a des chrétiens en Iran? Oui, vous savez, c'est vrai, la majorité du peuple iranien, ce sont des musulmans, mais nous avons 2% de chrétiens. C'est pour vous dire que ces chrétiens sont tout à fait libres en Iran. Ils pratiquent leur foi, leur confession religieuse telle qu'il faut, sans aucun problème. Donc nous avons des chrétiens, nous avons des juifs et nous avons des zoroastriens. Mais il y a une exemplarité des minorités en Iran. Selon la constitution iranienne, toujours sur l'auspice de l'imam Khomeini, on a donné des quotas de députés aux minorités. Ça veut dire que ces 2%, ils votent entre eux pour être toujours présents à l'Assemblée nationale. Et on a déjà attribué 5 sièges au Parlement sur 270. Donc, c'est pour respecter les minorités religieuses. Jamais en Iran, nous n'avons pas de problème avec les chrétiens. Jamais en Iran, les chrétiens n'ont pas de problème avec le gouvernement, avec le peuple. Ils sont bien intégrés dans la vie quotidienne des gens et on les considère comme des Iraniens. Donc, vraiment, ces minorités sont très à l'aise. Les Juifs, ils ont leur Knesset. Les Zoroastriens, ils ont leur temple. Et ils vivent comme les Iraniens. Donc, c'est pour vous dire, nous sommes un exemple dans la région pour montrer aux autres peut-être pays
qui peut tolérer les minorités facilement, parce qu'on entend actuellement, surtout avec le complot, à mon avis, des étrangers ou peut-être des gens qui gagnent de profit, de créer une zizanie entre les confessions religieuses. Donc, chez nous, Dieu merci, on n'a pas ce problème. D'accord. Une des actualités depuis un an, le coronavirus. Comment ça se passe en Iran? Oui, le corona, vous savez, est venu directement de Wuhan de Chine en Iran. Nous étions deuxième pays contaminé par ce virus. Franchement, c'était difficile au départ parce que la panique qui existait avec le corona, ça gênait beaucoup de gens parce qu'on a beaucoup aussi peut-être diabolisé un peu le corona, on a beaucoup exagéré. Donc, mais au fur et à mesure, parce que nous avons en tout cas une classe des médecins et des chercheurs très forts, ils ont travaillé. Nous avons pu quand même maîtriser la situation. C'est vrai, nous avons eu des décès, mais quand même les médecins, les chercheurs, notre ministère de la Santé, ils ont beaucoup travaillé. On a on a vite commencé à produire les équipements nécessaires. Et actuellement, c'est bon, on a une bonne situation, mais ce qui est un peu peut-être étonnant de voir que nous avons produit notre vaccin et nous l'avons déjà testé. Ça veut dire que tous les tests animaux et humains est déjà dépassé et on est à la phase de production. Donc nous avons notre propre vaccin et c'est 3 types de vaccins. Et parallèlement, nous avons commencé à travailler avec un certain pays comme le Cuba et la Fédération de Russie pour toujours produire d'autres vaccins. Donc c'est pour dire que c'est un fléau qui a frappé tout le monde malheureusement. Mais c'est bon, on a la situation. On souhaite que, en tout cas avec ce virus muté, on puisse maîtriser la situation. Ça fait environ un an que vous êtes à Madagascar. On va essayer de parler des relations bilatérales entre les deux pays, vu que les relations diplomatiques ont duré depuis 35 ans, je crois, entre l'Iran et Madagascar. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, justement, peut-être les Malgaches ne savent pas que les relations entre l'Iran et les pays insulaires de l'océan Indien, c'est très très historique. Au XIIIe siècle, les Iraniens sont venus dans cette région. Donc quand je parle des Iraniens, il faut voir, il y a des Shiraziens, parce que quand vous faites une petite recherche, même sur le net, vous allez comprendre tout de suite qu'il y a des Shiraziens. Donc les Shiraziens, ce sont des Iraniens. Et c'est pour vous dire que notre présence, notre relation avec les frères malgaches, les frères et sœurs malgaches, ça date depuis des siècles, c'est pas récent. Donc, d'après un certain dit, nous avions un comptoir à Majunga. Parce que je sais que nous avons actuellement même des présences iraniennes à Zanzibar, au Kenya, c'est-à-dire à Mombasa. Nous avions des comptoirs là-bas. Il y a des Iraniens qui vivent toujours là-bas. Même il y a des Iraniens qui vivent aux Comores. Si vous partez à l'île Anjouan, nous avons des Shiraziens, des tombeaux Shiraziens qui sont même bien respectés. Donc, vous faites une petite recherche, vous allez comprendre que la présence iranienne sur le sol malgache même, ça date quand même. Donc, c'est pour vous dire qu'il y avait une route de la soie entre l'Iran et ces pays. Donc, en tout cas, c'est quelque chose à vérifier. J'ai trouvé quelques terrasses, j'ai trouvé quelques mots persans dans la langue malgache, peut-être ça vous étonne. Vous dites goun, goun ça veut dire c'est un mot persan, ça veut dire le sac. Nous disons gouni, vous dites goun. Vous dites dokan, vous dites bazar. Donc tout ça c'est le mot persan venu dans la langue malgache, mais peut-être une autre trace de la présence de la culture iranienne, c'est le tapis moher. C'est vrai, vous dites tapis malgache, je ne suis pas jaloux, mais le tapis moher, vous faites une recherche, c'est pas le mot moher n'est pas un mot malgache. Nous avons le même tapis actuellement en Iran. Donc ça c'est la trace de la culture peut-être iranienne ici. Ce que j'ai vu, mais c'est à vérifier, les terres que vous faites, les murs que vous faites avec les terres cuites, ça aussi c'est notre tradition. Je voulais parler des briques cuites aussi, mais ça il faut que je vérifie. Mais nous avons la même architecture, les mêmes matières de construction. Donc c'est vraiment pour vous dire que
Nous avons des héritages ici, nous avons des ancêtres ici, et je pense que les Malgaches et les Iraniens, ils sont des amis depuis une longue date. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Iraniens à Madagascar et vice-versa? Est-ce qu'il y a beaucoup de Malgaches aussi en Iran? Non, dommage, il n'y a pas beaucoup d'Iraniens, c'est petit. Peut-être il y en a une dizaine, donc en dehors de ce qui est comme le membre de l'ambassade, mais les Iraniens qui sont en tout cas des hommes d'affaires qui font du business, qui sont installés à Madagascar, il y en a pas beaucoup. Pourtant, il y avait des Iraniens qui sont venus à Madagascar, ils se mariés avec le Malgache et ils sont rentrés au pays. Moi, j'ai déjà reconnu, il y a une dizaine de familles. Il y a une colonie malgache en Iran aussi, à peu près 50 peut-être personnes. Mais il y a des Malgaches qui ont étudié en Iran, ils sont rentrés actuellement. Donc, ça, c'est presque la relation que nous avons comme les échanges de populations. Mais je peux vous dire que tout ce que nous avons réalisé, c'est surtout après la révolution islamique, parce que nous avons ouvert notre ambassade il y a presque 40 ans. C'est grâce à la République islamique, c'est grâce à la révolution iranienne. Nous souhaitons que aussi votre pays ouvre l'ambassade à Téhéran pour faire la réciprocité. C'est vrai, vous avez ouvert un consulat d'honneur l'année dernière, mais cela peut-être ne suffit pas. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on rattrape ce qu'on a perdu. D'accord. Lorsque vous avez pris votre poste à Madagascar, vous avez parlé de beaucoup d'opportunités qui peuvent être pour les deux pays, quoi, comme l'agriculture, l'éducation, l'eau, l'énergie, la santé. Quelle autre opportunité est-ce qu'il peut y avoir entre les deux pays? Oui, justement, c'est une bonne question. Franchement, avant que j'arrive, j'avais fait un dossier trop chargé. Mais je voulais vous informer peut-être d'abord, je ne suis pas venu pour rester à Madagascar. Je devais aller dans un autre pays. Mais il y avait un problème, peut-être de cette façon que, comme on n'a pas eu beaucoup de visibilité dans notre coopération, il y avait une idée de la fermeture de l'ambassade. Donc, ça c'est déjà une raison. Une autre raison, nous avions un terrain dévié par un ex-parti malgache. Donc, c'est un train diplomatique, mais Dieu merci, actuellement c'est réglé grâce au gouvernement et les interventions de la justice malgache, c'est déjà dévié. Mais quand je suis venu ici pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a pas de visibilité entre nos deux pays, j'ai trouvé il y a des négligences des fois de votre part, ça veut dire de la part des frères malgaches, mais aussi de notre part. Sinon, le pays a beaucoup d'opportunités. Euh, les deux pays peuvent, je pense, avoir des échanges très, très, à mon avis, importants. Vous savez, notre pays actuellement a beaucoup travaillé dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la construction, de la médecine, de la santé en général. Et donc, j'ai initié plusieurs projets dans ce sens. Euh, je voulais, en tout cas, réaliser tous mes projets, mais malheureusement, le Covid nous a empêchés un petit peu. Donc c'est toujours en cours de route. J'ai vu les autorités concernées. J'ai proposé déjà les idées dans tous les domaines parce qu'il faut que j'avoue, j'étais très frappé en venant à Madagascar de voir la misère et la pauvreté. Alors que Madagascar, c'est un grand pays avec beaucoup de richesses. Donc je pense toujours comment nous pouvons aider Madagascar à, à sortir de cette pauvreté. Vous avez beaucoup de richesses à exploiter, je sais. Donc, dans ce sens, j'ai déjà proposé beaucoup de projets dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la construction et de la santé. Donc, certainement, nous avons beaucoup à partager pour le tourisme, l'échange de tourisme, des touristes, parce que nous avons une forte en tout cas masse de touristes internationaux qui peuvent venir ici. Ils aiment Madagascar parce que chez nous en Iran, on connaît Madagascar après les dessins animés. Alors que ce n'est pas vrai, mais les gens, ils ont cette idée, ils veulent venir franchement découvrir. J'ai beaucoup facilité, j'ai beaucoup on peut faire de publicité pour présenter Madagascar. Donc peut-être des fois, j'ai remplacé votre ambassadeur en Iran. J'ai beaucoup encouragé les Malgaches aussi à partir en Iran parce que l'Iran, c'est un grand pays à découvrir. Quand je parle des échanges sur le plan économique et commercial,
nous sommes clients de la plupart de vos produits, surtout les épices. J'ai déjà envoyé beaucoup d'échantillons en Iran, le vanille, le café, le cacao, arachide, cannelle, curcuma, donc d'autres épices. Franchement, nous sommes très intéressés. De l'autre côté, il y a beaucoup de matières qui viennent de temps en temps, actuellement mais par les intermédiaires, beaucoup de produits qui viennent par les intermédiaires. Donc je suis en train de créer un créneau pour un échange direct entre les opérateurs économiques des deux pays. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de programmes, mais malheureusement le Covid nous a un peu retardé, mais cela n'a pas empêché que je présente les opportunités malgaches en Iran et les opportunités iraniennes aux malgaches. Nous sommes au terme de notre émission spéciale. Monsieur l'ambassadeur, quelques mots pour conclure cette discussion. Oui, vous savez, ça fait déjà 32 années que je suis en Afrique. Là-bas où j'ai été, j'ai laissé beaucoup d'œuvres derrière moi. Ce qui me gêne le jour et la nuit, franchement, c'est de voir la pauvreté à Madagascar. Franchement, sur le sentiment humain, ça me dérange, ça me gêne. Alors que quand je vois la pluie que vous avez, les terres que vous avez, cela ne mérite pas les malgaches. Des fois, je parle avec les amis, je blague, je dis, il faut enlever cette expression de moura moura. Il faut aller vite vers le développement. Il faut que Madagascar découvre d'autres pays émergents comme l'Iran. Il faut que vous augmentiez un peu vos partenaires. Donc, il faut utiliser le savoir-faire iranien. Parce que quand vous travaillez avec nous, on ne viendra pas avec nos mains d'œuvre. Non, on vient, on partage avec nos idées, on transmet nos savoir-faire et on part. Donc, ce que vraiment je pourrais vous dire au peuple malgache, il ne faut pas céder devant la pauvreté. Il ne faut pas croire que vous êtes pauvre, que vous ne pouvez rien faire. Non, vous n'êtes pas pauvre, je vous assure, ce n'est pas ma parole à moi, c'est l'idée de tous les diplomates qui sont ici, tous les Iraniens qui sont venus ici, tous les Iraniens qui voient les images que j'envoie en Iran. Ils disent comment Madagascar est pauvre et il est classé parmi les pays pauvres de la planète. C'est ça que je voulais dire, mais franchement, on est au début de l'année 2021. Je souhaite une bonne chance pour tout le monde. Bonne année, meilleurs vœux. Et je souhaite que l'année prochaine, on va organiser notre fête d'une autre manière parce que cette année, on n'a pas pu faire une cérémonie. Ça me gêne quand même, on est à Madagascar, j'aimerais bien partager la fête avec tout le monde, mais c'est le bon Dieu qui nous a peut-être testé de cette façon. Merci à vous, Monsieur l'ambassadeur. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission spéciale où nous avons invité le chargé d'affaires de la République islamique d'Iran, son Excellence, Monsieur Hassan Ali Barchi. On vous donne rendez-vous la prochaine fois. Excellente soirée à tous. Au revoir.